Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat des mardis de l'ESSEC, organisé avec le concours du cabinet d'audit et de conseil Mazars et du cabinet de conseil en stratégie opérationnelle WIV. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation, Monseigneur. Wow, Monseigneur. De mémoire de mardisienne, on n'avait encore jamais reçu d'Altesse Sérénissime sur le trône des mardis. Des ministres, oui. Des chefs d'État aussi, des PDG du CAC 40, des cardinaux, des champions du monde de foot, mais des monarques, jamais. Vous faites partie des meilleurs clients de Stéphane Bern avec votre vingtaine de titres officiels. Pour ce qui est de la France, on retiendra que vous êtes notamment duc de Mayenne, baron de Saint-Lô, marquis de Chilly-Mazarin ou encore comte de Longjumeau. Des contrées pas si éloignées finalement, alors j'ai bien cherché, mais non. Pas la moindre référence à Cergy-Pontoise, ni même au Val d'Oise. Quelle déception. Vous êtes le souverain de la principauté depuis 2005, après avoir succédé à votre père, le prince Régnier. Mais pour y arriver, vous n'avez pas ménagé votre peine et après vos études de sciences politiques, vous aussi avez enchaîné les stages. Stages au sein du gouvernement princier, stages à bord du porte-hélicoptère Jeanne d'Arc, stages au sein de grands groupes internationaux dans la communication, la finance ou le marketing. Nous ne sommes pas si différents finalement. Vous aussi avez connu la galère de l'éternel stagiaire. Un prince normal en somme. C'est vrai, après tout, vous nous revenez tout droit de l'Oktoberfest monégasque. Le week-end, vous vous rendez régulièrement au stade en arborant l'écharpe de votre équipe favorite, dont vous ne verrez malheureusement pas le match de Ligue des Champions ce soir. Vous ne ratez sous aucun prétexte l'événement automobile local de l'année et vous emmenez votre sœur et vos neveux au cirque qui rythme depuis 40 ans la vie de la principauté. Ah, Monaco. Cosmopolite, le Rocher, d'une surface de 2,02 km², concentre une population équivalente à celle de Montélimar et en grande majorité étrangère. À l'heure où l'accueil des réfugiés suscite les réactions les plus vives chez vos voisins européens, vous faites figure d'exemple avec plus de 120 nationalités représentées sur le Rocher. On devine ces exilés très certainement attirés par la pureté de l'air monégasque et la douceur du climat méditerranéen. La misère serait-elle moins pénible au soleil ? La Grande Bleue, en tout cas, vous tient particulièrement à cœur. En 2008, vous soutenez le projet d'Union pour la Méditerranée, tout en faisant de la défense des océans et de l'environnement l'une de vos priorités. Vous créez notamment votre propre fondation en 2006, vous montez au créneau dans les sommets internationaux et vous faites de la forteresse monégasque le premier État au monde sans thon rouge. Membre du comité international olympique, sportif plus qu'accompli, vous pratiquez, si mes informations sont exactes, l'athlétisme, le football, le tennis, le judo, l'aviron, la voile, le ski, le squash, la natation, le pentathlon moderne et le bobsleigh. Discipline olympique dont vous vous êtes peu à peu fait l'ambassadeur. Avide de défis, comme un ouragan, la tempête en vous vous a poussé jusqu'aux confins de notre planète et c'est assez cocasse pour être souligné, vous seriez à ce jour le seul monarque à avoir foulé les 2 pôles du globe. Vous y avez en effet mené des expéditions très médiatiques afin d'alerter l'opinion sur les conséquences du réchauffement climatique. Votre engagement en faveur de la pérennité de notre planète ne semble connaître aucune limite. À Monaco, il se dit que même les Ferrari et les yachts sont écolos. Quel monde merveilleux que celui du Rocher. Excellent débat à tous. Merci Diane pour cette présentation. Monseigneur, vous disposez d'un droit de réponse à cette présentation qui vient d'être faite. Donc, je vous en prie. Non, écoutez, d'abord, je suis très heureux d'être là ce soir. Je vous remercie tous de m'avoir si gentiment accueilli et de remercie tous d'être là nombreux ce soir. Non, il n'y a pas grand-chose à dire. Enfin, il y a quelques belles tournures de phrases, quelques exagérations. Je ne pratique plus tous ces sports-là. Je les ai pratiqués à une époque, mais maintenant, malheureusement, il y a moins de temps. Mais c'est vrai que ce qui est vrai, par contre, c'est qu'à Monaco, on essaie d'avoir une démarche beaucoup plus de durabilité et
et de mobilité propre, mais alors c'est pas vraiment les Ferrari qui sont pour l'instant, qui n'ont pas franchi le pas encore d'être des véhicules hybrides ou électriques, mais ça ne saurait tarder, puisque d'autres grandes marques s'y sont mises. Alors, la semaine dernière, donc, l'ESSEC consacrait une semaine entière au thème de l'engagement, donc à ces manifestations, à sa concrétisation. Vous êtes vous-même, depuis de très nombreuses années, engagé en tant que philanthrope, mécène. Vous avez votre propre fondation. D'où vous est venue cette volonté ? Cette volonté, c'est venu d'abord... elle était ancrée chez moi, je crois, depuis très longtemps, puisque c'était à la fois un héritage familial, avec... tout le monde connaît... le musée océanographique de Monaco, et donc l'action et la vision de mon arrière-grand-père, le prince Albert Ier, qui était un grand visionnaire en matière de science et de ce qui ne s'appelait pas encore l'environnement et la protection du milieu marin. Il a été vraiment extraordinairement, il y a plus de 100 ans, se préoccupant déjà de problématiques qui sont malheureusement toujours d'actualité, comme la surpêche, comme la protection de certaines espèces, la protection de certains lieux, non seulement marins, mais aussi terrestres. Donc, fort de cet héritage-là, il y avait aussi, j'ai été sensibilisé très tôt par mon père, notamment, enfin, par mes parents, mais surtout par mon père, qui a fait beaucoup pour la Méditerranée en particulier, il a été à l'initiative de plusieurs accords sur la Méditerranée, l'accord Ramoge entre la France, l'Italie et la Principauté pour la protection côtière, de l'accord Acobams, qui est un accord inter-État sur la protection des cétacés, et puis à l'origine aussi du sanctuaire Pélagos, qui est aussi un sanctuaire de mammifères marins entre la France, l'Italie et la Principauté. Donc, fort de cela et fort de différents constats que j'ai pu faire au cours de ces 20 dernières années, et un des tournants a été lorsque j'ai accompagné mon père et la délégation monégasque au sommet de la Terre à Rio en 1992. Là, ça a été un premier bilan un petit peu de ce qui se passait et de réalité que les scientifiques et les différents lanceurs d'alerte donnaient à ce moment-là. Et puis il y a eu ce qui a accéléré un petit peu, j'avais pris la décision là déjà auparavant, mais ce qui a accéléré la mise en action et la mise en place de la fondation, ça a été mon voyage au pôle Nord en 2006. Justement, concernant votre fondation, donc la fondation Prince Albert II de Monaco, les trois piliers dont les trois piliers sont la biodiversité, le développement durable et l'eau. Pourquoi avoir choisi le modèle économique de la fondation pour concrétiser votre action, alors que vous êtes par ailleurs chef d'État ? Il y avait d'ailleurs déjà depuis longtemps des projets spécifiques qui étaient engagés par l'État monégasque, par le biais du département de la coopération, avec différents pays méditerranéens, avec différents pays africains aussi, sur des projets qui traitaient de ces problématiques-là, de l'eau, de la désertification, aussi de mesures de qualité de l'air. Mais j'ai voulu faire une action plus personnelle et avec un engagement peut-être un peu plus fort sur d'autres projets qui ne sont pas portés par des gouvernements ou pas portés par des instances reconnues, mais quelquefois oui, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on a pu créer depuis 10 ans maintenant des partenariats avec plus de 70 organisations internationales sur ces thématiques-là. Mais je pense que c'était aussi pour répondre à une urgence et qu'il y avait vraiment tellement de problèmes qui nous touchaient, que ce soit en biodiversité, que ce soit en eau, que ce soit en changement climatique, en énergie renouvelable, enfin la promotion des énergies renouvelables, que je pensais qu'une fondation était le meilleur véhicule pour pouvoir répondre à ces urgences-là.
Alors, vous êtes conscient de l'impact de votre image publique. Est-ce que vous pensez que pour une fondation, cela vend mieux si on dit la Fondation du Prince plutôt que la Fondation de l'eau? Alors, j'ai en tête l'exemple en France de la Fondation Brigitte Bardot, qui a 100 fois plus de membres que la Fondation Assistance aux animaux. Est-ce que le simple fait d'avoir le nom de la Fondation du Prince est un peu une stratégie marketing que vous pouvez... C'était pas le fruit d'une stratégie marketing. C'était simplement parce que voilà, j'ai voulu illustrer mon action personnelle. Alors moi, j'aurais pu l'appeler bien sûr autrement, mais je pense qu'il fallait qu'elle soit ancrée à Monaco et qu'elle vienne de Monaco et que ça soit identifiable à la principauté et pas nécessairement à ma personne. Je ne fais pas de culte de personnalité, hein. Mais voilà, je voulais que la principauté apparaisse comme étant active sur le terrain et dans ces préoccupations-là. Et alors pour cette fondation, est-ce que c'est l'essentiel du financement vient de votre argent personnel ou est-ce qu'une partie du budget de la principauté est allouée à cette fondation? Non, le gouvernement a donné une subvention au départ pour couvrir les frais administratifs, bien entendu, mais après ça a été que des dons, bien sûr personnels, mais des dons privés qui continuent de faire fonctionner la fondation. Donc on a parlé de vous de manière personnelle, votre investissement personnel. Maintenant, en tant que chef d'État, plutôt dans votre rôle princier, de quelle manière est-ce que vous tentez de se faire rencontrer au mieux vos principes et la réalité économique de vos fonctions? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Par exemple, du point de vue énergétique, oui. Vous fournissez en électricité en France, oui. Énergie encore produite en majorité par le nucléaire. Oui, mais il y a une toute petite partie de l'énergie électrique qui est produite à Monaco par notre usine d'incinération. C'est uniquement pour le quartier dans lequel se trouve cette usine. Une usine qui va d'ailleurs devoir être modernisée et elle est déjà aux normes, mais elle va devoir être changée. Donc on est en pleine réflexion sur ces sujets-là. Mais je dois dire que oui, nous avons bien sûr des accords très anciens avec la France sur l'alimentation de la principauté en électricité, mais puisque l'EDF a lancé il y a quelques années maintenant ce programme de sources d'énergie propre, et donc il y a une certification comme quoi l'énergie que l'on reçoit, soit hydro, soit nucléaire, viennent de sources d'une source qui ne soit pas d'autres usines avec d'autres aliments, d'autres sources d'énergie polluantes. Alors, deuxième exemple, le Monaco donc, est le deuxième État souverain le plus petit du monde. Et donc, depuis 2005, il est passé d'une superficie de 1,97 km² à 2,02 km². Comment concilier donc, cette stratégie de développement urbain avec vos préoccupations écologiques? Puisque ce sont des terrains que vous gagnez sur la mer. Oui, mais il faut voir comment ces terrains vont être gagnés. Et il y a un cahier des charges extrêmement rigoureux et assez bien cadré, je dois dire, qui fait appel à des techniques. Je ne vais pas rentrer dans le détail ce soir, mais je suis très confiant que cette nouvelle extension en mer sera faite, puisque ça ne sera pas uniquement du remblai, ça sera sur une plateforme, que tout sera fait non seulement dans une haute qualité environnementale, mais que ça aura le moins d'impact possible sur la faune et la flore locale.
Donc, ce que j'entends, donc, c'est que vous choisissez le compromis généralement entre développement économique et vos convictions écologiques plutôt. Mais par exemple, est-ce que vous avez déjà eu à devoir sacrifier l'économique pour l'écologique ou l'écologique pour l'économique? Ben, il y a eu la première, le premier projet, si vous voulez, ou les premiers projets pour la première extension en mer qui avait été décidée en 2008, qu'on a dû arrêter pour plusieurs raisons, et des raisons économiques en premier lieu, mais aussi des raisons parce qu'aucun des candidats n'avait respecté vraiment à la lettre le cahier des charges d'impact environnemental. En tant que monarque, vous avez la possibilité d'inscrire votre action politique plutôt sur le temps long. Pensez-vous merci, que l'inaction de la plupart des gouvernements face à la problématique du réchauffement climatique pourrait venir du changement trop fréquent de gouvernement et donc du fait que la problématique serait soumise au gré de l'humeur électorale? Évidemment, je pense que c'est une grande chance d'avoir un temps long et de pouvoir avoir une vision à long terme. Il faut accompagner cette vision et être soutenu et avoir les personnes et les énergies qu'il faut pour mener ces projets à bout. Et c'est vrai que c'est plus facile que si on est soumis à des échéances électorales très fréquentes. Mais je pense qu'il y va en matière environnementale et en matière de durabilité. Il faudra bien que tous les pays qui se sont... Et là, il y a beaucoup de pays qui se sont engagés avec la Convention de Paris, à la COP 21, que nous venons de ratifier à Monaco, que plusieurs pays ont déjà ratifié. Donc ça, c'est un engagement quand même à moyen et à long terme, et les engagements vont devoir être vérifiés. Il y aura un suivi. Et donc là, ça dépasse aussi le cadre d'élections ou de différentes échéances. Donc les chefs d'État ou les chefs de gouvernement qui se sont engagés en signant l'accord de Paris, vont devoir engager leur pays sur le long terme. Et ça, c'est très important. Et tout le monde attendait un petit peu tous les pays qui participaient à la COP 21 au tournant pour voir si ce traité allait vraiment allait sortir, et puis d'abord allait être négocié, puis allait sortir et allait être une réalité. Il l'est, et je crois que c'est une très grande avancée, mais il faudra bien sûr qu'il y ait un suivi qui soit rigoureux, très très rigoureux. Mais justement, les chefs d'État s'enchaînent dans les pays républicains. Est-ce qu'il ne manque pas dans ces pays une figure stable pour défendre l'intérêt commun du pays et les questions internationales, à l'image, je ne sais pas, d'un roi ou d'un prince? Ça, c'est à chaque pays de se déterminer et de voir quel est le meilleur système pour... Vous ne prononcez pas... Pour eux. Je ne peux pas me permettre de suggérer je pense notamment autre chose. À ce qu'avait déclaré Emmanuel Macron en juillet dernier. Donc, je cite, « La démocratie comporte toujours une forme d'incomplétude car elle ne se suffit pas à elle-même. Il y a dans le processus démocratique et dans son fonctionnement un absent. Dans la politique française, cet absent est la figure du roi, dont je pense fondamentalement que le peuple français n'a pas voulu la mort. Qu'en pensez-vous » Voilà. Vous avez combien de temps? Allez-y. Non, écoutez, je crois, je ne connaissais pas cette phrase d'Emmanuel Macron, mais écoutez, je crois que je vais me répéter, c'est à chaque pays de se déterminer en fonction de ce qu'il, d'abord de sa culture et de ses origines et de ses traditions, mais aussi d'entrevoir son évolution dans la modernité. S'il faut revenir, ou s'il faut arriver à un autre système ou à un autre régime que celui qui est en place, eh bien, s'il y a l'énergie et la volonté de le faire, on peut. Mais
ça ne veut pas dire que le régime monarchique s'applique à tous les pays. Justement, pour la France, qu'en pensez-vous? Je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Mais est-ce que votre arbre héréditaire vous permettrait de convoiter le trône de France? Je ne pense pas. D'abord, il y a une famille française qui serait un petit peu opposée à cela. Mais je ne convoite rien du tout. J'essaye simplement de faire avancer mon pays dans la meilleure voie possible. Et j'essaye que mon pays joue son rôle au sein de la communauté internationale et d'être le lien entre... si on a besoin de nous pour servir de lien et pour faciliter certains échanges et de mettre en commun certaines idées, eh bien, nous le ferons comme nous l'avons déjà fait. Merci. Et si justement vous vous rendez compte au fil de votre fonction que ce lien s'estompe un peu, est-ce que vous seriez prêt à abdiquer ou par devoir vous resterez sur le trône et vous braverez les critiques de votre peuple ou de la communauté internationale? Écoutez, ça c'est une question... c'est aussi... je pense que tout le monde est confronté à plus ou moins longue échéance, pas uniquement un monarque, mais tout le monde est confronté à savoir quand il faut s'arrêter et quand il est bon de passer la main. Et ça, si un jour je me sens incapable de poursuivre ma mission et mon devoir, eh bien je m'effacerai, bien sûr. Pour en revenir en étant sûr que je puisse passer la main. Et pour en revenir donc, dans ce cas-là plutôt à Monaco, aux gens que vous administrez. Par exemple, un des thèmes majeurs de la présidentielle en France actuellement, c'est l'identité. Donc on a l'identité heureuse, l'identité malheureuse, etc., qui est déclinée sous toutes ses formes. Comment est-ce que vous définiriez l'identité monégasque dans un pays où à peine 22% de la population résidente à la nationalité monégasque? L'identité monégasque se définit à la fois simplement et peut-être de façon un petit peu inhabituelle pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la principauté, mais je crois que c'est pas pour rien qu'on parle de famille monégasque. C'est parce qu'on est peu nombreux et parce que on se connaît pas tous, mais la plupart se connaissent bien et depuis très longtemps. Puis il y a bien sûr qu'on est un petit État et bien sûr qu'on n'a pas on a certains atouts, mais on n'a pas tout ce que peut présenter un pays de plus grande taille, mais on a nos traditions, on a notre culture, on a notre langue et tout le monde s'identifie à cela. Et puis il y a ma famille qui est là depuis 720 ans, presque 720 ans. Et je crois qu'il y a une confiance, un respect, mais surtout une affection entre les Monégasques et ma famille. Et ça s'est ressenti à plusieurs occasions. Et dans les mauvais moments comme dans les beaux moments. Et donc, je crois qu'il y a cette histoire commune qui fait que l'on a et ce grand esprit de communauté qui fait que l'on peut entreprendre de belles choses et de grandes choses à notre échelle, bien sûr, mais c'est comme ça que l'on a pu avancer au cours des siècles et puis à notre époque.
Pour revenir un peu sur la thématique principale, donc, qui est le réchauffement climatique, le développement durable et donc la coopération avec les autres pays, comment avez-vous réagi lorsque votre allié dans la construction de l'UPM, Nicolas Sarkozy, lors d'un meeting politique, a dit que le réchauffement climatique n'était pas imputable à l'action humaine? Sachant qu'à ses côtés, vous avez œuvré pendant de longues années à la construction de l'UPM, qui est l'Union pour la Méditerranée, dont un volet important est la préservation de la mer Méditerranée. Écoutez, je crois que force est de constater que maintenant, peut-être que ces données-là n'étaient pas tout à fait disponibles à l'époque, mais là, ça a été démontré par les scientifiques et par les spécialistes que l'action humaine a je ne peux pas dire 100% de responsabilité, ça n'existe pas, mais il y a une grande part, une très grande part dans les changements climatiques. Et que c'est nos actions et c'est notre façon de produire et de consommer qui a amené cette explosion des gaz à effet de serre qui ont une influence, comme vous le savez, sur le climat. Mais je pense qu'il fallait bien écouter les scientifiques, il fallait bien avoir les bonnes données et les bons résultats au bon moment. Et bien sûr que tout le monde aimerait continuer comme d'habitude business as usual, le scénario, mais on est obligé de constater maintenant, depuis un certain temps maintenant, ceux qui étaient convaincus, comme je l'étais depuis un petit peu plus longtemps, mais ça a été, et c'est toujours difficile, parce qu'il y a toujours des personnes qui sont sceptiques et qui ne veulent pas croire que cela soit possible. Je crois qu'on doit se rendre à l'évidence que l'action humaine a eu un effet décisif et malheureusement assez catastrophique sur l'environnement. Justement, vous parliez donc des recherches scientifiques qui démontrent dans une certaine mesure l'impact qu'a pu avoir l'homme sur le réchauffement climatique. Le musée océanographique de Monaco est un lieu assez emblématique à ce niveau-là, dont vous êtes mécène. Parlez-nous-en un peu de l'action du musée océanographique de Monaco. Bien, le musée océanographique de Monaco a plusieurs actions il est géré par un institut qui est ici à Paris, mais qui conjointement avec la principauté gère les activités du musée et de l'institut ici à Paris, qui aussi a de très belles conférences et de très beaux événements qui, bien sûr, autour de la mer et autour de recherches scientifiques. Donc le musée est là. Le musée à Monaco est là pour présenter des collections, et bien sûr, celles de recherche scientifique. Donc le musée est là. Le musée à Monaco est là pour présenter des collections, et bien sûr, celles de mon arrière-grand-père, mais aussi des collections et des acquisitions plus récentes, à part d'avoir aussi ce merveilleux aquarium que beaucoup connaissent. Mais il a aussi maintenant d'autres activités qui sont plus et qui sont aussi, c'est là où ma fondation rejoint l'Institut océanographique, bien sûr, avec des cycles de conférences, des cycles de présentations de différents thèmes. On a aussi un grand événement chaque année qui s'appelle ça y est, maintenant je perds le fil, qui s'appelle la Monaco Blue Initiative, qui traite d'un thème différent concernant les océans chaque année. Et puis, il y a aussi un projet de renouer avec une très ancienne activité qui sont
des expéditions de recherche. Et nous sommes en train de mettre cela sur pied avec un monsieur qui a un bateau tout à fait extraordinaire qui s'appelle le Yersin et qui va le mettre à disposition pour ces programmes de recherche. Et donc c'est très très je pense que ça sera une merveilleuse évocation des activités qu'a eu le musée il y a fort longtemps, et de renouer avec cette tradition d'expédition. D'accord. Nous allons revenir sur cette thématique. Donc après une petite pause. Donc avec le petit jeu. Donc c'est une petite séquence traditionnelle dans les mardis de l'ESSEC. Donc on va vous poser des petites questions un peu décalées. Donc si vous vous prêtez au jeu, ça va nous permettre de savoir un peu plus sur votre personnalité. N'ayez pas peur. Alors, donc, première question. Quel est votre prince préféré ? Vous avez ici aussi, si vous le souhaitez. Donc, le prince Éric, le prince aventurier, amoureux de la mer, qui a su trouver sa femme ou la femme de sa vie dans une piscine olympique ou dans l'océan, au choix. Le prince, légende dans son domaine, un prince doit savoir être indémodable et se créer un personnage public. Et finalement, le prince Georges, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années, donc place à la jeunesse. Alors vous avez droit à une réponse. Il y en a un que j'ai rencontré, c'est Prince, et qui est venu chanter plusieurs fois à Monaco, mais que j'avais vu aussi aux États-Unis, qui était un personnage assez étonnant, assez énigmatique, assez mystérieux, mais qui est quand même une grande personnalité de la musique. Et donc, voilà, j'irai plus vers Prince. Très bien, merci beaucoup. Deuxième question. Qui sauveriez-vous en premier ? Est-ce qu'il faut d'abord sauver Willy ? Est-ce qu'il faut d'abord sauver le soldat Ryan ? Ou est-ce qu'il faut d'abord sauver votre femme ? Donc là, grosse question sur les valeurs, l'engagement personnel, le devoir de monarque, vie personnelle. Que choisissez-vous ? Il faudrait d'abord que Charlène soit en danger pour que je la sauve, mais elle ne l'est pas. Heureusement. Mais je pense que je la sauverai en premier quand même. Ça mérite des applaudissements. Alors, pour la question suivante. Si vous étiez un monument monégasque, donc vous seriez le casino de Monte-Carlo, le faste et la renommée de Monaco, ce qu'il y a de mieux comme de moins bien, le palais de Monaco, la grandeur et la rigueur qu'impose la fonction de régent, ou bien le musée océanographique, majestueux, faisant face à la mer comme vous avez fait face à votre destin et à vos devoirs. Il faut savoir que ce n'est pas une photo récente parce qu'il y a beaucoup de travaux sur la place du Palais actuellement. Donc, ce n'est pas tout à fait vrai. Hein. Écoutez, il faut vraiment que j'en choisisse qu'un. C'est le jeu. Eh ben, aucun des trois. Je sauverai les vestiaires sur la plage du Larvoto. Parce qu'ils sont, ils vont peut-être être faits d'ailleurs dans quelque temps. Écoutez, c'est impossible même si j'adore le musée océanographique, même si je suis très attaché aussi au casino, il faut d'abord respecter son lieu de vie. Sa maison. Merci de vous être prêté au petit jeu des mardis. On va revenir à des sujets moins dangereux pour vous apparemment. Donc, vous parliez tout à l'heure justement, vous y êtes venu de vous-même, la COP 21, étant donné que vous êtes particulièrement impliqué dans la cause de la biodiversité océanique. Vous êtes impliqué dans de nombreux traités internationaux. Je pense que la COP 21 n'est pas la seule. Donc
le problème avec la COP21, que de nombreuses personnes avaient souligné avant même son lancement, c'était qu'elle laissait un peu de côté les océans. Parce que, en même temps, d'un côté, on sait qu'ils jouent un rôle extrêmement important dans le cycle du carbone, dans le réchauffement climatique, donc, mais en même temps, on comprend très peu ces mécanismes. Et du fait de cette incompréhension, des fois, l'océan n'a pas la place qu'il mérite dans ces traités. Mais un autre problème majeur, c'est que les eaux océaniques sont des eaux extraterritoriales. Donc, au-delà des côtes, en fait, aucun État n'a de juridiction sur les océans. Et est-ce que vous ne pensez pas que ce problème de la pollution océanique ou du maintien des océans ou de la biodiversité ne montre pas une sorte de limite à l'action internationale quand elle est organisée dans le cadre donc, des traités internationaux qui sont particulièrement politiques, donc circonscrits à des territoires, en fait? Alors écoutez, ce qui va être fondamental dans la prochaine COP, dans la COP 22 au Maroc, c'est qu'il y aura une journée complète dédiée aux océans. Et Madame la ministre de l'Environnement du Maroc, Madame Haïté, m'a demandé de co-présider avec elle cette journée des océans. Pardon. Et donc ça n'existait pas dans les autres COP auparavant, ça, et même aussi dans les différents rapports du GIEC, il y avait peu de mention des océans, et Monaco, avec d'autres pays, a milité pour que le GIEC, dans son dernier rapport, eh bien, consacre un chapitre entier aux océans, à ce qui les affecte, mais aussi en expliquant mieux leur rôle. Et là, je crois aussi que c'est fondamental, parce qu'on avait trop minimisé, on se focalisait surtout sur ce qui se passait sur Terre, ce qui est évidemment très très important et fondamental, mais c'est aussi le rôle capital que jouent les océans dans ce que vous avez décrit, dans le cycle du carbone, mais aussi dans la production de l'air qu'on respire. À peu près 50% de l'air qu'on respire est fourni par les océans. Donc c'est quand même, ne serait-ce que ce point-là, mais il y en a des milliers d'autres, donne son importance aux océans. Et donc je suis très content que finalement, sur l'agenda international, la question des océans retrouve une place beaucoup plus importante et plus en rapport avec son importance. Maintenant, pour l'autre volet, qui est la haute mer, il y a en ce moment, enfin, c'est un long processus, mais il y a eu le mois dernier la continuation d'une nouvelle étape, si vous voulez, dans les négociations sur la haute mer, entre différents pays, et bien sûr entre différents organismes internationaux, sur une réglementation de la haute mer, parce qu'on ne peut plus... donc la haute mer qui est hors juridiction nationale. Et c'est très important parce que la haute mer était aussi pillée, et non seulement de poissons, mais aussi de minerais, tout cela n'était absolument pas réglementé. Et je crois qu'il était grand temps que ça le soit. Et Monaco a pu faire partie de ce processus, avec d'autres pays, bien entendu. Mais je crois qu'on a finalement pu faire avancer les choses, et que même si ça sera long, c'est au moins on aura au moins enclenché le processus, et j'espère que dans un avenir proche, nous aurons des résultats probants. Donc là, effectivement, vous avez abordé le côté global, peut-être sur une question peut-être un peu plus locale, donc notamment sur la Méditerranée. Comment qualifieriez-vous le dialogue avec les pays qui encerclent la Méditerranée? Est-ce qu'il y a une difficulté nouvelle avec je pense notamment au printemps arabe, donc d'avoir des interlocuteurs, je dirais, sérieux pour discuter des problèmes, donc en particulier sur la Méditerranée?
Alors, il y a différents organismes. Alors, bien entendu, on a parlé de l'Union pour la Méditerranée qui malheureusement a ressurgi un petit peu au mauvais moment, au moment où il y avait dans les conséquences du printemps arabe. Et donc, il y a un processus qui s'est beaucoup ralenti, qui n'est pas arrêté, mais qui s'est beaucoup ralenti. Mais dans d'autres organisations et dans d'autres instances, le dialogue et surtout entre scientifiques de la rive nord et de la rive sud ne s'est jamais arrêté. J'en veux pour preuve aussi, et là j'ai une autre casquette qui est celle de président de la Commission internationale pour l'exploration scientifique de la mer Méditerranée et de la mer Noire adjacente. Le dialogue n'a jamais été aussi fourni. Donc cette commission a pour but de mettre en réseau, si vous voulez, différents organismes de recherche. Lors de notre congrès, alors on a eu un dernier congrès qui était en Allemagne il y a quelques semaines, mais là c'était moins significatif. Mais il y a 3 ans, on avait un congrès à Venise, et là il y avait vraiment un nombre de chercheurs importants dans les sciences marines qui venaient des pays de la rive sud. Et donc ça c'est très, et qui acceptaient de travailler avec tout le monde. Et Israël fait partie aussi de la commission. Et donc de ce point de vue-là, je pense que c'est un exemple de coopération internationale sur la science, sur les sciences marines, qui peut trouver un espace d'expression et de dialogue en Méditerranée. Justement, la Méditerranée illustre assez bien un problème plus global, qui est celui que c'est compliqué pour des pays du Nord, plus développés économiquement, plus riches, de demander aux pays du Sud, en caricaturant, de renoncer à des énergies, à un développement économique, à des choses qui pourraient paraître comme du confort, mais qui ne le sont pas dans certains pays. Je pense notamment au gaz dans les climatiseurs, dans les pays comme l'Inde, etc., où il y a aussi des enjeux de santé associés à ça. Pour vous, comment est-ce qu'on peut surmonter les problèmes économiques qui sont indissociables des problèmes de développement durable ? Il y a quelque temps, j'avais vu ça il y a très longtemps, mais j'ai vu qu'il y avait maintenant des climatiseurs qui fonctionnent à l'énergie solaire. Donc, et ça coûte cher de les... L'investissement initial est cher, mais de le faire fonctionner est beaucoup moins cher. Et donc on se retrouve quelques mois après avec une facture qui n'est pas du tout comparable à celle avec les moyens traditionnels. Mais écoutez, mais je crois que en général, sur tous ces problèmes de développement, il faut bien sûr phaser tout cela. Et on ne demande pas à tout le monde de changer du jour au lendemain, c'est impossible, mais de prévoir un plan à moyen, à long terme, de faire une transition énergétique qui soit bien sûr conforme à ses propres possibilités et conforme à sa réalité. Bien sûr, s'il y a besoin d'un accompagnement, il faut trouver les moyens d'accompagner ces pays à mettre en place les processus qui l'amèneront vers une transition énergétique durable. Par exemple, donc, le texte de la COP21 prévoit que les pays du Nord payent en partie des investissements lourds pour les pays du Sud. Il y a un fonds de 100 milliards qui a été mis en place. Pour vous, il suffirait donc de juste qu'on donne plein d'argent et ça réglerait le problème? Non, c'est pas ça. Il faut bien étudier avec ces pays-là quels sont leurs besoins réels, et puis quels sont les moyens à mettre en place, mais avec eux, et d'avoir une approche systématique, mais une approche la plus réaliste possible dans un temps déterminé.
Monseigneur, merci beaucoup d'avoir répondu avec franchise à nos questions. On va juste passer à quelques questions du public, si vous voulez bien vous prêter à ce nouveau jeu, encore une fois. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à vous lever, vous présenter et avoir une seule question par tête, s'il vous plaît. Bonsoir Monseigneur, merci d'être venu nous parler de la mer dans cette école qui cherche à s'engager, puisque vous le savez peut-être, il y a un projet de Cher Océan ici. À ce sujet, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui doit être, selon vous, le rôle du secteur privé dans la protection de l'océan ? Je crois que c'est et on a vu ça dans plusieurs conférences et forums, c'est en amenant tout le monde à discuter ensemble autour d'une même table, les organisations internationales, les scientifiques, la société civile en général, mais bien sûr les entreprises et les sociétés qui veulent s'engager. Il y a plein d'exemples que je n'ai pas besoin de citer ou que je n'ai pas le temps de citer devant vous, mais si on arrive à approcher le monde de l'entreprise sur des sujets bien spécifiques en leur donnant vraiment d'abord les réalités qui sont scientifiques, et à les amener vers un projet qui soit réaliste et qui soit bien sûr économiquement viable. Il y a je vous dis, il y a beaucoup d'exemples où ces entreprises se sont engagées et ont été même très proactives dans le développement et dans les choses à mettre en place pour que ce modèle puisse, et pour que les océans en particulier, puissent avoir de nouvelles formes, et qu'on puisse tirer de nouvelles formes d'énergie aussi des océans. Mais je crois que il faut que chacun se sente responsable. C'est une responsabilisation à plusieurs niveaux et multisectorielle, si vous voulez. Mais c'est possible, mais il faut bien sûr avoir cette explication scientifique et cette volonté de vouloir faire dialoguer tout le monde qui se sentent concernés par les mêmes sujets. Bonsoir, Monseigneur. Bonsoir. Donc, vous avez évoqué tout à l'heure la COP22 qui se tiendra cette année au Maroc, à Marrakech. Donc, à votre avis, quels sont les enjeux de cette conférence et dans quelle mesure votre pays est-il impliqué ? Mais je crois que ça va être intéressant de voir, alors, à part la journée des océans, dont je vous ai déjà parlé, mais il y a beaucoup d'autres sujets, et c'est la continuation de ce qui s'est passé à Paris et de ce qui s'est décidé à Paris. Mais je crois qu'on va entamer maintenant vraiment la phase de discussion plus approfondie sur comment mettre en place le suivi dans les différents pays des engagements qui ont été pris de réduction des gaz à effet de serre. Ça va être intéressant parce que il y a eu un cadre général qui a été défini dans l'accord, dans le traité, mais il n'y a pas vraiment de détails sur la façon dont va être opéré le suivi. Et donc il y aura des premières discussions là-dessus qui, je pense, vont être extrêmement intéressantes. Peut-être une dernière question. Bonsoir, Monseigneur. Bonsoir. Vous êtes très engagé, on l'a vu pendant cette conférence, dans la protection donc des océans. Mais encore faut-il qu'il y ait des mers et des océans à protéger. Je m'inquiète peu pour la mer Méditerranée, l'océan Atlantique ou l'océan Pacifique. Mais concernant d'autres mers, comme la mer d'Aral, qui est en train de disparaître, il n'y a plus de mer à protéger actuellement. Même si on a réussi à renflouer un tout petit peu cette mer, aujourd'hui, elle est en train de disparaître. Et les conséquences, plus qu'écologiques, sont aussi sociales et économiques et sont une tragédie pour toute cette région. Est-ce que vous êtes engagé déjà dans la protection de cette mer ? Et sinon, comptez-vous vous engager ? Merci. Alors, pas
pas complètement et pas à travers les différentes instances que je vous ai décrites, mais il y a eu plusieurs rapports sur la dégradation, bien entendu, qui est catastrophique de la mer d'Aral. Mais il n'y a pas eu de... Il y a plusieurs facteurs à cela, comme vous l'avez dit, qui sont autant socio-économiques que environnementaux. Et donc mais c'est difficile aussi, les pays qui bordent la mer d'Aral, d'engager un processus qui soit à une échelle suffisante pour sauver la mer d'Aral. Donc je ne sais pas quelle est la position actuelle des organismes et des organisations qui sont chargés de sa surveillance et de la mise en place de certains processus. Mais il faut vous inquiéter sur les autres mers aussi. Il y a quelques jours un groupe pour parler du Pacifique, j'ai beaucoup parlé de la Méditerranée et de certaines autres mers, mais il y a la Grande Barrière de Corail qui a été déclarée pratiquement morte à 90%. Donc là, on est dans un processus il y a eu des fluctuations, il y a eu des améliorations de certaines parties de la Grande Barrière de Corail, mais elle est condamnée à plus ou moins longue échéance maintenant. Et donc ça, c'est un premier signe très, 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 très révélateur de ce qui est en train de se passer dans un océan que l'on croyait, vu son immensité, que l'on croyait invulnérable et en tout cas que l'on peut impacter de façon très, très difficile à l'échelle humaine. Eh bien, des changements très profonds sont en train de se passer. Je ne parle même plus des pollutions, et surtout des pollutions plastiques, qui sont, même dans le Pacifique, qui sont abominables. Et donc, il faut absolument se préoccuper de toutes les mers et de tous les océans. C'est pour ça que, pour ne pas les nommer toutes, on parle d'océan global, puisque toutes les mers sont connectées. Et il faut vraiment que nous accélérions nos mécanismes de meilleure protection du milieu marin. Monseigneur, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions, donc d'avoir développé votre point de vue sur ces différentes problématiques. J'invite sur scène maintenant Elisabeth Forget, Sandrine Plançon et Éric Delcourt donc pour vous remettre des présents, pour vous remercier donc, de votre venue au Mardi de l'ESSEC. Merci beaucoup. Merci à tous. Voilà, déjà, je voulais vous remercier d'être venus ce soir. Le campus ESSEC et Monaco ont des valeurs très fortes dans l'engagement et le respect de l'environnement. Et donc, nous avons voulu symboliser nos engagements communs par une ruche qui est ici, qui reprend, voilà, avec les armoiries de Monaco et les armoiries de l'ESSEC, voilà. Monseigneur, au nom des Mardis de l'ESSEC, donc je tiens une fois encore à vous remercier de votre venue qui nous honore, qui fait date dans l'histoire de notre association. Une association qui a fêté ses 55 ans il y a maintenant quelques mois, association qui a été cofondée par votre ami Pierre Bordry, vice-président donc, de la Fondation. Monsieur Bordry, qui était parmi nous à l'occasion du gala des 55 ans, à l'occasion de laquelle nous avons fait réaliser cette affiche, cette modeste affiche qui célèbre voilà, les 55 ans de l'histoire de notre association et que nous sommes heureux de vous offrir ce soir.